Allez, on enchaîne avec les cancers du sein, à la fois en situation adjuvante et bien sûr en situation métastatique. Et j'ai le plaisir d'être entouré par Barbara Pistilli et par Suzette Delaloge. Suzette, tu nous parles de l'adjuvant en premier ? Ouais. Bonjour tout le monde, plein de trucs super intéressants à l'ESMO cette année. Je vous ai mis une petite photo de ce qui se passe à Gustave Roussy quand même sur la première diapo. C'est moi qui dois passer les suivantes, j'allais oublier. Voilà, mes liens d'intérêt institutionnels. Et donc, trois grandes choses, beaucoup de choses dans les cancers triple négatifs localisés. Un petit peu dans les HER2 sur la question de désescalade et pour l'éternelle question dans les luminaux de la durée du schéma d'hormonothérapie. Ça, on vous la recase à chaque fois. Voilà. Mais ce qui se passe vraiment, c'est dans les cancers triple négatifs, il y a des choses intéressantes et assez solides. Donc, dans le cancer du sein triple négatif localisé, ce que nous savions, c'est que le standard, dès qu'on est au-delà du stade 1, c'est-à-dire une tumeur de plus de 2 cm ou une atteinte ganglionnaire, il faut commencer par une chimio néoadjuvante avec du dose dense EC et ensuite du Taxol hebdomadaire. Deuxièmement, la réponse complète histologique à la chimio néoadjuvante est hautement pronostique et on classe aujourd'hui en RCB, Residual Cancer Burden. Et vous voyez, quand on est sur un RCB 0, c'est la courbe bleue. On a un pronostic qui est extrêmement bon et celui-ci se dégrade en fonction des RCB plus mauvais. Troisième chose, on avait un gros questionnement sur l'adjonction de platine. Et il y a eu plusieurs études, une méta-analyse en 2018 qui disait que globalement, l'adjonction de platine augmente les taux de PCR, mais augmente beaucoup la toxicité et il n'y avait pas d'effet démontré sur la survie sans rechute. Donc pour l'instant, ce n'était pas un standard de rajouter du platine en plus des 3 autres médicaments en néoadjuvant. Et donc, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Le platine. Bon, c'est pas nouveau, le carboplatine, mais là, c'est intéressant. C'est une belle étude, l'étude Brightness, avec pas mal de recul. C'est une étude qui comparait Taxol sol suivi de doxo-endoxan en dose dense, ou pas, versus Taxol carbo Veliparib. La déception, c'est que le Veliparib n'apporte rien en plus du carbo, mais ça, on le savait déjà. Puis c'est dans une population générale, c'est même pas dans du BRCA. Mais par contre, la bonne nouvelle, on savait déjà que les taux de réponse complète étaient augmentés. La bonne nouvelle, c'est que l'adjonction du carbo augmente l'EFS, la survie sans événement, de façon vraiment très claire. On a 10% de différence à 4 ans. Dans des cancers aussi graves, c'est quand même extrêmement important. C'est une étude qui est bien faite, qui a la puissance, etc. On passe de 68,5 à 79,3% de survie sans événement à 4 ans. Donc ça, c'est quand même hautement significatif. L'étude Brightness. Sur la survie globale, il y a une tendance, mais pas significative. Donc en termes d'effets secondaires, il y a plus d'effets secondaires, on ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement on avait peur du risque d'hémopathie et il n'y a pas de choses significatives sur les hémopathies. Je te coupe juste concernant les données d'OS, j'ai pas vu l'échelle de temps, non je t'en prie, mais elles sont très bonnes comme ces données d'OS pour des triples négatifs, non vraiment... oui, on est dans des triples négatifs localisés. Ouais, ok. Ah oui, non, c'est ce qu'on attend aujourd'hui. C'est ce que tu attends, il n'y avait pas de sélection particulière, ok. C'était des stades 2-3, non, ça va, oui, c'est vrai. Bien sûr, mais c'est du localisé. Deuxième chose, la grande question qui se pose dans les dernières années, c'est les inhibiteurs de checkpoint, donc les immunothérapies dans le cancer du sein triple neg localisé. Et vous savez que pour l'instant, on n'avait aucun médicament disponible réellement dans le cancer du sein en termes d'immunothérapie. Et on avait en gros 4 études, dont la Keynote 522, dont on va parler aujourd'hui, qui est la plus grosse étude, une phase 3 randomisée en néoadjuvant. Et les 4 études donnaient des résultats un peu différents. L'étude Guépard-Nuevo, c'était une petite étude avec le durvalumab qui était assez intéressante, positive sur la PCR, mais également sur la survie sans progression et même en survie globale. Mais c'est une petite étude de phase 2. Et là, après, on a été un peu déçus avec l'athézo, mais on sait que l'athézo, on a des résultats un peu décevants dans le sein globalement. Et là, on a les résultats de la Keynote 522 qui ont été présentés à l'ESMO cet été et là représentés à l'ESMO congrès. On savait déjà qu'on augmentait les taux de réponse complète pathologique, on passait de 51 à 64,8%, c'est énorme. Et là, on a les résultats en survie sans événement. Donc, si on regarde le design de la Keynote, on commence par le carbo. Donc, il va y avoir une tendance
énorme, à commencer par carbotaxol, parce qu'on a vu juste avant que le carbo devenait un standard, en gros, dans les stades 2-3. Et ensuite, on fait de l'épirubicine endoxant. Là, c'était pas dose dense, c'est la seule critique. Et l'étude comparait Pimbro ajouté versus placebo, avec du Pimbro qui continuait ensuite pour une année au total, en gros. Et voilà ce que ça donne en survie sans événement. On est à 36 mois, à 3 ans, 7,7% de différence, c'est quand même assez impressionnant. Vraiment impressionnant. Donc cette année, on a eu 3 médicaments qui nous ont donné en adjuvant des différences comme ça. Il y a l'olaparib dans Olympia, dans les BRCA1, BRCA2 en adjuvant. Et là, en néoadjuvant, on a le carbo puis le Pimbro. Alors vous voyez que le bras standard ici, il est à 3 ans, il est moins bon que le bras carboplatine de Brightness. Mais on n'est pas censé faire des comparaisons interétudes. Mais en tout cas, on arrive quand même à 84,5% de FS à 3 ans. C'est quand même assez remarquable. Et la survie sans métastase est très bonne également, un très bon hazard ratio. Et en survie globale, là aussi, on a une tendance, et c'est quand même très rassurant pour une immunothérapie, on a l'impression d'observer un plateau, ce qui est exactement ce qu'on attend. Bon, peut-être un peu tôt, mais le hazard ratio est à 0,72, c'est quand même pas mal du tout. Voilà. Tu vois, tu te plaignais l'autre jour quand on discutait qu'on avait sans arrêt des études positives dans le cancer de la prostate. Regarde ça un petit peu, c'est splendide. Oui, sauf les études positives dans la prostate, c'est toi qui les as conduites. Oui, ça, okay. Là, c'est pas nous, mais bon, c'est pas grave. Allez, vas-y, enchaîne. Et donc le flip side, bien sûr, c'est on arrive à une indication d'immunothérapie en adjuvant dans un cancer hautement curable, parce que comme tu l'as souligné, on est quand même chez des personnes qui ont 70% de taux de guérison sans l'immunothérapie. Et donc le problème, c'est que nous sommes en train de créer des effets secondaires à long terme potentiellement. Et donc on a le truc habituel, les hyperthyroïdies, mais aussi un certain nombre d'autres effets immuno-induits, dont certains potentiellement irréversibles. Donc pour l'instant, on est dans les stades 2-3, pas dans les stades 1. On va dire que le rapport bénéfice-risque nous semble favorable, mais c'est vraiment quelque chose à surveiller de près. L'immunothérapie, c'est quand même à long terme plus toxique que de la chimiothérapie, par exemple. Donc à bien réfléchir sur cette indication. On est en train d'arriver à la première indication dans un cancer hautement curable, en fait. Alors deuxième chose, assez rapidement, dans les cancers HER2+, on essaie, comme on a gagné beaucoup dans les cancers localisés, de désescalader. Donc vous savez qu'il y a eu plein d'études qui ont essayé de diminuer à 6 mois la durée du TRASTU, voire même à 9 semaines. Et donc si on regarde, il y a une méta-analyse qui a été présentée, 12 mois versus moins de 12 mois, globalement, on a un risque relatif à 1,14. Et en fait, ce n'est pas significatif. C'était que des analyses, des études de non-infériorité, mais globalement, on n'est pas non-inférieur. Si on regarde 12 mois versus 9 semaines, là, c'est clairement pas bon, il ne faut pas faire 9 semaines, merci. Si on regarde, je ne vous l'ai pas mis, 12 mois versus 6 mois, la question est un peu plus posée. Et donc, en fait, une option pourrait être de faire seulement 6 mois. Mais dans ce cas-là, il faut mettre des anthracyclines. Et en fait, ce n'est pas quelque chose qui est forcément un bon choix, puisqu'on est capable de désescalader avec un schéma qu'on appelle Tolané, où il n'y a que le Taxol et le Trastu pour 1 an. Donc, globalement, nous, on ne va pas changer nos pratiques. On va faire dans les petits stades... les bons pronostics, Taxol, Trastu, sans anthracycline. Dans l'idée d'éviter la tox cardiaque ? Exactement, exactement. Et du coup, pas de 6 mois. Voilà. Et dernière question, la durée et le schéma d'hormonothérapie. Il y a eu des milliards d'études. Et là, on a une étude italienne. Donc, on est très pro-Italie, comme vous savez, avec Gustave Roussy. L'étude GYM4, qui randomisait chez des femmes post-méno qui avaient reçu du tamoxifène pour 2-3 ans, soit recevoir 3 ans de létrozole, soit recevoir 5 ans de létrozole. Il y a 2056 femmes randomisées. Et en fait, alors ce qui est un peu impressionnant, c'est que les courbes de disease-free survival, elles descendent beaucoup. Moi, ça m'inquiète un peu, c'est plus inquiétant. Mais sinon, on a un hazard ratio à 0,78 en faveur du bras extension. Et donc, on est sur un traitement de 7 ans. Ça tombe bien, ça rejoint les publications récentes, en particulier l'étude de Gnant, qui disait également que 7 ans semble l'optimum de durée de traitement. Et donc là, tout le monde semble converger pour dire que ça va être dans les risques intermédiaires ou élevés. Le 7 ans
semble être la durée idéale. Encore faut-il que les patientes prennent leur traitement, puisqu'on sait qu'il y a déjà 30-40% qui ont arrêté à 5 ans. Mais bon, clairement, là, le 7 ans est mieux que le 5 ans sur un schéma séquentiel tamoxifène anti-aromatase. Voilà. Et en survie globale, il y a un trend également avec un hasard ratio à 0,77, quand même assez intéressant. Donc en conclusion, dans les cancers du sein triple négatif, le carbo devient systématique pour les stades 2-3. Le Pimbro devrait arriver bientôt dans les mêmes indications. BRCA1, BRCA2, l'olaparib est indiqué en adjuvant selon les indications de l'étude Olympia. Du coup, la capecitabine a une place qui recule. Donc ça, on peut en discuter si on a le temps. Dans les HER2, un traitement de 6 mois serait une option, mais dans ce cas-là, il ne faudrait pas donner d'entra. Et dans les luminaux, le 7, qui est d'ailleurs mon chiffre porte-bonheur, est finalement la durée optimale d'hormonothérapie préconisée, en particulier grâce à l'étude de Gnant et l'étude GYM4 présentée récemment à l'ESMO. Merci bien. Merci, je prends ça plutôt. Allora, parliamo del cancro della mama con le meta. Alors, moi, oui, je fais toujours les métastatiques. Non, c'est l'autre côté. Attends. Voilà, ok. Donc, ma partie sera sur les cancers du sang métastatiques. Et j'ai des bonnes nouvelles, même pour les cancers métastatiques. C'était un ESMO très, très riche cette année. C'est mes conflits d'intérêts. Donc, les messages clés sont 3. On a 3 stratégies qui, on peut dire, vont modifier l'histoire naturelle du cancer du sang métastatique. Les trastuzumab deruxtecan dans les cancers du sang HER2 positif, les pembrolizumab, donc l'immunothérapie dans les cancers du sang triple négatif, et les ribociclib. On savait déjà que les CDK4/6 inhibiteurs étaient efficaces dans les cancers du sang luminal, mais on n'avait pas encore des données de survie globale en première ligne dans les cancers hormonosensibles et chez des patients qui recevaient en concomitance des anti-aromatases. Alors, je commence par l'étude la plus importante de l'ESMO, c'est l'étude de Destiny Breast 03. C'est une étude qui a randomisé des patients HER2 métastatiques qui avaient reçu des traitements par taxane et trastuzumab, ou même dupertuzumab, et qui étaient randomisés à recevoir trastuzumab deruxtecan ou TDM1, qui est le traitement standard dans ces contextes. Donc, pour la majorité, c'était des patients traités par 1 ou 2 lignes de thérapie pour les cancers du sang HER2 métastatique. Et les courbes sont vraiment extraordinaires. Donc, on a une amélioration de la progression-free survival qui est énorme, avec un hazard ratio à 0,29 et une progression-free survival médiane qui n'était pas encore atteinte, alors qu'elle est autour de 7 mois dans les bras TDM1 et qui correspondent grosso modo à ce qu'on savait déjà par rapport aux études précédentes. On peut voir qu'il y a un bénéfice dans tous les sous-groupes des patients et la donnée, à mon avis, intéressante qu'on a 16% des patients qui ont une réponse clinique complète. Donc, et la question, ça devient à ce moment-là, est-ce qu'on peut guérir ces patients même si elles ont un cancer du sang HER2 métastatique, avec des progression-free survival assez prolongées. Quels sont les effets secondaires? Nous les connaissons déjà bien, mais les messages de cette slide est que les taux d'interstitial lung disease qui semblaient assez plus élevés dans les études précédentes est reporté ici dans les 10% des patients. C'est assez plus bas par rapport à l'étude Destiny Breast 01 et assez plus bas si on regarde les études dans les cancers du poumon, 25-26%. Quelles sont les questions? Quelle est la raison? Les raisons pourraient être plusieurs, même les traitements précédents reçus par les patients, comme l'immunothérapie. On a eu à l'ESMO notre étude avec un ADC, c'était l'étude de TULIP. Quelle est la différence par rapport à trastuzumab deruxtecan? En bref, c'est toujours un anti-HER2, c'est un ADC de 2e génération et pas de 3e génération, on peut dire, avec un linker différent et surtout un payload différent. Ici, c'est un agent alkylante, mais la donnée intéressante est que cette étude, c'est une étude de phase 3 qui a randomisé des patients lourdement prétraités avec la chimiothérapie et plusieurs traitements anti-HER2 et qui a
toujours démontré un bénéfice important en termes de progression-free survival. Donc vraiment, les ADC sortent gagnantes de cet ESMO. Quelle est la question maintenant? C'est la question de la séquence, en fait. En première ligne, on garde toujours trastuzumab, pertuzumab et Taxol. Deuxième ligne, on espère d'avoir bientôt les trastuzumab deruxtecan à la place du T-diamant. Ça reste toujours la question des patients avec des métastases cérébrales actives, peut-être pour lesquels on pourrait proposer plutôt une combinaison avec tucatinib, mais j'ai mis un point d'interrogation parce que dans l'étude Destiny Breast 03, on avait quand même des patients avec des métastases cérébrales, même si pas actifs, donc déjà traités avec la radiothérapie. Et la question majeure, c'est qu'est-ce qu'on va faire après? En fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est la meilleure stratégie à mettre en place après trastuzumab deruxtecan, parce que nous ne connaissons pas encore les mécanismes de résistance. Et avant que tu passes à une autre thématique, est-ce que c'est un traitement qui va basculer en adjuvant rapidement? En fait, il y a une étude en cours qui a un petit peu les mêmes designs de l'étude de Catherine qui avait randomisé les patients à recevoir T-diamant ou versus Herceptine seul chez les patients qui ont une maladie résiduelle après néoadjuvante avec l'anti-HR2. Donc, il y a une étude en cours qui s'appelle Destiny Breast 05 et qui randomise des patients avec un atteinte ganglionnaire résiduelle après chimiothérapie et anti-HR2 à recevoir T-diamant ou trastuzumab deruxtecan. Et donc, on aura la réponse, je pense, dans 2-3 ans. Donc, pour ce qui concerne les cancers du sang triplé négatif, comme je disais tout à l'heure, les Keynote, c'est une étude qui a randomisé des patients en première ligne métastatique qui ont rechuté après 6 mois au moins de la fin de tous les traitements curatifs à recevoir pembrolizumab plus chimiothérapie ou placebo plus chimiothérapie. La chimiothérapie, c'était taxane ou carboplatine Gemzar à choix de l'investigateur. Et on avait déjà vu que l'étude montrait un bénéfice important en termes de progression-free survival. Et à l'ESMO cette année, ils ont présenté les données de survie globale qui sont tout à fait positives avec un gain d'environ 7 mois et qui concernent bien sûr uniquement les patients avec un CPS supérieur à 10. Il n'y a pas un bénéfice statistiquement significatif pour la population globale. Et on peut voir encore une fois qu'il n'y a pas vraiment de bénéfices pour la sous-population des patients qui ont rechuté précocement avant 12 mois de la fin des traitements curatifs. Comment se pose cette étude par rapport aux études qu'on a déjà, surtout avec la desolizumab? On peut voir que les bénéfices sont tout à fait grosso modo les mêmes, mais dans Impatient 130, en fait, les designs hiérarchiques de l'étude étaient un petit peu au contraire, et donc l'hypothèse statistique de la survie globale sur la population PD-L1 positif n'est pas est uniquement exploratoire. Les messages ici, c'est, comme disait Suzette tout à l'heure, il y a des effets secondaires qu'il faut connaître d'abord. Il faut considérer que c'est quelque chose qui peut survenir souvent, surtout pendant une immunothérapie prolongée au cours du temps. Et donc, il faut toujours les considérer et les monitorer au cours du temps. En termes d'accès, c'est valable pour toutes les deux, pour les deux thématiques adjuvantes et métastatiques, pour le Pembro, à l'heure actuelle et pour l'année qui vient. Où est-ce qu'on en est en France ? En fait, on ne sait pas exactement. On espère de l'avoir bientôt une première ligne pour les cancers du sang triple négatif et encore plus néoadjuvante avec les résultats qu'on a vus et qui sont vraiment... Est-ce que vous savez s'il y a des discussions pour un accès précoce ? Oui. C'est en cours de discussion, effectivement. Ouais. Mais pour le néoadjuvant, il faudra attendre une AMM et une ATU. Et en métastatique, c'est un peu plus compliqué, donc il y a des discussions. Ouais. Bon, la NSM est en faveur que ça se débloque très rapidement, c'est tout ce qu'on sait. Ok, merci. Et toute dernière considération, mais vraiment assez rapide, l'étude Mona Lisa, comme je disais, en fait, c'est une étude qui a randomisé des patients avec cancer luminal métastatique en première ligne, cancer hormonosensible, à recevoir ribociclib plus létrozole ou létrozole seul. Et en fait, on avait jusqu'à ce moment les données des progression-free survival qui étaient tous statistiquement significatifs. Et c'est les premières études dans une population post-ménopausée qui a reçu une hormonothérapie par antiaromatase et un CDK4/6 inhibiteur qui montre un bénéfice en survie globale. Et la donnée, à mon avis, la plus intéressante, c'est qu'on dépasse bien les 5 ans de survie globale.
Et donc, voilà, les 3 messages sont ceux-là. Il y a un delta en termes de PFS et de survie globale que j'ai résumé dans cette slide, qui est assez important pour tous les 3 sous-groupes de cancer du sang métastatique. Voilà. Impressionnant, hein, vraiment très très bel ESMO pour le sein. Les bénéfices sont impressionnants et en métastatique et en adjuvant. Un dernier point qu'il faudrait qu'on mentionne pour le cancer du sein. On a fait le tour, on est bon? Oui, peut-être la seule question sera celle-là des coûts de ces traitements et de l'accès à ces traitements, surtout pour certains pays qui n'ont même pas les trastuzumab encore. Ouais. Et oui, et c'est malheureusement récurrent en cancérologie. Oui. 1000 merci à toutes les deux, c'était très très clair et vraiment des super nouvelles pour nos patientes. Vous restez avec nous et on parle dans quelques minutes des traitements dans les phases précoces. À tout de suite.